Je m'appelle André Manivit, je suis journaliste pour le média depuis maintenant 3 ans. J'ai couvert la flottille de la Southern Madlin to Gaza. Je prépare un documentaire que vous pourrez retrouver sur la chaîne du Média TV. Entre-temps, vous pouvez retrouver des reportages que j'ai pu effectuer lors de cette traversée. Mais maintenant, je vais vous raconter comment est-ce que s'est déroulée cette traversée, aussi bien l'organisation qu'il y a eu en amont, la traversée en elle-même, ainsi que la manière avec laquelle j'ai été kidnappé par Israël aux abords de Gaza. Cette flottille, qui est la Southern Madlin to Gaza, est la 4e de 2025. Avant elle, il y a eu l'Andala, le Madlin et aussi la Global Sumo de Flotilla. C'est donc une flottille qui a été composée donc, de 8 bateaux ramenés par la coalition de Southern Madlin, mais aussi du bateau Conscience, un grand navire qui était composé donc d'infirmiers et de journalistes, qui lui appartenait à la Freedom Flotilla Coalition. Donc ce sont 2 coalitions qui se sont regroupées. Moi, on m'a proposé de rejoindre cette flottille parce que c'était quelque chose qui m'importait énormément. C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Je voulais couvrir cette flottille parce que c'est quelque chose qui me semblait important, de montrer l'organisation, les gens qui la composent, et de montrer effectivement, pouvoir démonter les argumentaires et les propagandes qu'il pouvait y avoir du côté israélien. Je pense aussi que c'est quelque chose d'important d'essayer de rejoindre Gaza, de pouvoir aller jusque là-bas, rencontrer aussi le peuple gazaoui et les Palestiniens. Plus de 250 journalistes ont été tués à Gaza. Il me semble important que le moindre journaliste qui puisse avoir l'opportunité d'y aller s'y rende par tous les moyens possibles, à une époque où Israël impose un blocus sur Gaza, sur la bande de Gaza, et même occupe la Palestine, et aussi interdit aux journalistes internationaux de rentrer à Gaza. Nous sommes partis le 19 septembre de Paris, nous sommes arrivés le jour même à Catane, pour ensuite être amenés dans un autre point. On a pu commencer des formations sur 4 jours. Ces formations, elles ont été mises en place pour essayer de nous préparer à toutes les éventualités qu'il pourrait y avoir lors de cette traversée, à savoir des attaques de drones, mais aussi une protection digitale de nos téléphones, des préparations physiques, mais aussi des préparations à la survie en mer, des formations en communication non violente pour préparer comment éviter de provoquer les forces israéliennes qui nous intercepteraient, comment bien réagir, comment ne pas se mettre en danger à ce moment-là. On a eu aussi des formations sur l'histoire de la Palestine, l'histoire du mouvement de résistance, l'histoire des différentes flottilles aussi. On a pris la mer le 24 septembre pour Gaza, au départ de Catane. Il y avait des gens qui venaient du monde entier. Moi, sur mon bateau, en l'occurrence, il y avait 2 Danois, 2 Irlandais et aussi un couple de skippers français. Cette flottille, qui est la Southern Madlin to Gaza, était composée de plusieurs personnes, donc évidemment des gens de la société civile, mais aussi des députés, des journalistes, mais aussi d'autres personnes comme des rappeurs, Youssef Swatz en l'occurrence, qui est une des figures de cette traversée. On fait une action qui est concrète, qui est citoyenne et qui démontre l'inaction des gouvernements, qui démontre leur échec. Et il y a un truc ce que je trouve assez drôle, c'est qu'il y a énormément de gens, je le vois aujourd'hui, qui vont décrédibiliser ce genre de mission. Et pourtant, c'est exactement les mêmes qui, lorsqu'on faisait des vidéos, lorsqu'on partageait des vidéos de Palestiniens, de Palestiniennes, de journalistes, ils nous disaient « Ah, vous voulez les aider, vous avez qu'à aller là-bas ». Si on ne fait rien aujourd'hui pour Gaza, ça veut dire qu'on participe au génocide. Et ça, je ne pouvais pas me résoudre à cela. Je suis maman et je me suis dit ça serait arrivé dans notre pays. Eh ben, j'aurais aimé que quelqu'un d'autre, que d'autres civils se bougent parce que notre gouvernement, mon gouvernement n'a rien fait. Et donc, je me suis sentie, moi, obligée de le faire en tant que députée. Il faut prendre conscience que la présence des députés qu'il y avait sur chaque bateau était primordiale. En fait, les députés assuraient une forme de protection. Donc c'était important d'avoir sur chaque bateau des personnalités. On avait donc Alma Dufour, Melissa Camara, mais aussi des députés irlandais, des députés danois. Je pense aussi à Isaline, qui était la nièce de Daniel Casanova, donc une résistante. On a eu aussi, durant notre formation, la visite d'un des survivants de l'Holocauste. Les premiers jours, les premiers soirs, c'est très stressant. Donc il fallait avant tout s'acclimater. Effectivement, il y a eu beaucoup de mal de mer. Ça, c'était un des fléaux numéro 1, je dirais. On a vu sur les précédentes flottilles, comme la Soumoud,
des attaques de drones, des navires, des voiliers qui avaient été attaqués par drone durant la nuit. Et nous, c'est ça, c'était quelque chose qui nous faisait assez peur, c'est un stress constant de savoir quand est-ce que ça nous arrivait, si ça allait nous arriver. Et donc voilà, donc c'était une des choses qui nous pesait aussi tout du long du trajet. Cette traversée a duré 12 jours durant lesquels on a été en mer, on a fait face à différents types de météo, on a fait face aussi à des survols d'avions israéliens, aussi des survols de drones. On avait aussi bien des drones de Frontex, mais aussi des drones qui étaient non identifiés, donc on ne savait pas à qui ils appartenaient. Parfois on les voyait durant la journée, mais aussi on les voyait surtout en fait durant la nuit. C'était une des choses qu'on devait surveiller durant nos quarts de nuit. Parmi ces 12 jours de traversée, il y a forcément des images qui restent. L'arrivée du Conscience, l'arrivée de ce grand bateau qui a fait beaucoup de bien aux gens, qui a, je pense, soulagé aussi. On s'est senti protégé quand on l'a vu arriver, on s'est senti un peu plus en sécurité parce que c'est un grand bateau, parce que c'est plus compliqué à intercepter et parce que peut-être qu'il nous aiderait pour aller plus loin. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était important. Avec aussi les gens qui étaient à bord, qui nous ont accueillis de manière très chaleureuse. Après, je me souviendrai aussi d'un moment où on a eu un bateau des gardes-côtes grecs qui est venu et qui nous a demandé si en fait on avait besoin de quoi que ce soit, qui nous a accompagnés une partie de la nuit, qui nous a demandé si on avait besoin d'aide, si on allait bien. Ça a fait aussi beaucoup de bien aux gens de la flottille. Il y a aussi eu des moments de doute. Durant notre traversée, la Global Smooth Flotilla s'est fait donc intercepter. It is confirmed that Alma and Sirius have both been boarded by the IDF. Et je sais qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup de tristesse aussi quand les gens se sont fait intercepter. Il y avait aussi beaucoup d'espoir parce qu'on sait qu'il y a des bateaux qui sont allés loin et très proches des côtes de Gaza. Une fois passé la zone des 150 000 nautiques, on était donc en position de se faire intercepter et ça a été le cas. Honnêtement, peu de gens y pensaient, peu de gens y croyaient qu'on se fasse intercepter dans la nuit du 7 au 8. On pensait tous qu'on allait avoir un jour supplémentaire. Le soir même du 7, j'avais fini de tourner, j'étais en train d'envoyer des images et voilà, j'étais parti me coucher pour faire mon quart de nuit qui commençait à 5 heures. Donc je me réveille à 5 heures le matin du 8 et je monte dans le cockpit pour discuter avec la skippeuse de ce qu'il y a pu avoir comme information. On nous avait dit qu'il y avait des bateaux à l'horizon, on ne savait pas à qui ils correspondaient, à quoi ils correspondaient. Ça pouvait être des bateaux cargo, en tout cas ils n'étaient pas sur les radars parce que toutes nos communications étaient coupées. J'avais prévu de faire un live Insta pour essayer de raconter ce moment-là, mais nos connexions internet via Starlink avaient été coupées, les connexions radio aussi. Tout moyen de communication avec l'extérieur avait été coupé. Ils les ont coupés depuis leur bateau. On n'avait du coup plus aucun moyen de surveiller quoi que ce soit. Tous les moyens de communication étaient brouillés, les radars étaient brouillés aussi. Aucun des bateaux, dans tous les cas, avant cela, n'apparaissait sur les radars. Ni le bateau qui nous a raisonné, ni aucun bateau militaire n'apparaissait sur aucun radar. Dans la seule chose à laquelle on pouvait se fier, c'était nos yeux. Le temps passe et je commence à entendre un bruit de moteur qui se rapproche, mais un bruit de moteur qui va très vite. On voit rien en fait parce qu'il fait nuit noire, sauf une ombre qui se rapproche de nous et qu'on entend du coup d'où vient le moteur. C'est pas normal. Aucun des voiliers ne peut arriver à cette vitesse-là. Les gardes-côtes, si ça en avait été, ils seraient venus avec des lumières. Et donc on a commencé à sonner l'alerte. Moi j'ai commencé à lever tous mes camarades. L'alerte a été donnée à la radio. Et c'est là qu'a commencé l'interception. Vers 5h15, l'interception commence. Les bateaux continuent à avancer, mais au fur et à mesure se font intercepter. On voit sur les voiliers, sur les cockpits des voiliers, sur les ponts des voiliers, des militaires qui sont avec leurs lampes, avec leurs armes, à raisonner au fur et à mesure certains des bateaux. Notre bateau a été intercepté plus tard, plus aux alentours de 6h. C'était l'un des derniers bateaux à se faire raisonner. Après, une forme du jeu de chat et de la souris avec un des bateaux militaires israéliens. 5 ou 6 militaires sont venus sur notre bateau, ils nous ont mis en joue, ils nous ont demandé de mettre les mains en l'air. La première chose qu'ils ont faite, c'était détruire le Starlink, détruire notre moyen de communication, détruire ensuite la caméra de surveillance qui s'occupait d'envoyer nos images. Et à partir de là,
plus aucun moyen de communication. On avait jeté nos téléphones, jeté nos cartes SD pour éviter que ça tombe entre les mains des forces israéliennes. Ce qu'on avait fait aussi avant, c'était jeter les couteaux pour pas qu'ils se disent qu'on était là, dangereux, à pouvoir les attaquer. Aussi, ils nous demandent si nous-mêmes, on n'a pas des caméras encore sur le bateau. Moi, je leur dis que j'ai ma propre caméra qui est à l'intérieur, dans mon sac. Mais ils voulaient aussi vérifier qu'on n'ait pas de téléphone pour effectivement les récupérer. Tout ce qu'on faisait, c'était coopérer. On voulait qu'absolument rien ne se passe, on avait été préparé à ça. Même avec toute la préparation du monde, on n'enlève pas le stress. Et à partir de là, c'était le long processus d'emprisonnement qui a commencé. On a une première fouille qui est faite sur les bateaux, sur le pont. Après, on est demandé de rentrer à l'intérieur du bateau. Les militaires israéliens, une fois à l'intérieur, nous ont brandi un drapeau israélien en nous disant « Vous voyez ce drapeau? C'est nous les gentils ». Toute cette séquence a duré à peu près 1 heure. Donc après avoir été interceptés, on est placé sur des Zodiacs. Ces Zodiacs nous emmènent sur ce grand bateau. C'est vraiment un énorme bateau militaire où à l'intérieur ont été installés des préfabriqués. Une fois arrivé sur le bateau prison, donc, on est mis à genoux. Certains jouent avec nous en nous disant « lève-toi », en fait non, rassis-toi, en fait non, lève-toi, ensuite non, rassis-toi. Et après cela, on est conduit à l'intérieur de ces préfabriqués, qui sont donc des cellules où il y a 4 lits et finalement on est enfermé à 7. On est, on va dire, mélangé entre équipages. C'est-à-dire que l'équipage qu'on avait dès le départ, les 7 personnes qui étaient avec nous, se retrouvent dans d'autres cellules. On ne sait pas où, on n'a pas moyen de leur parler à elles, mais on est mis en cellule avec d'autres gens. On peut parler. Ils nous avaient donné aussi, bien évidemment, dans leur grande générosité, de l'eau et des pains au lait qui étaient périmés. On a été du coup interceptés aux environs des 115 000 nautiques, 120 000 nautiques. Et donc, il y en a eu pour 10 heures de traversée. Après cela, on a été débarqués du coup au port d'Ashdod. Le débarquement a été très théâtralisé. Là encore, on a pu retrouver ces mêmes personnes qui nous filment avec leur caméra quand on sortait du bateau. Il y a les hommes de Ben Gvir, donc le ministre israélien, qui nous attendaient au port d'Ashdod. Ces gens-là font dans le théâtre aussi parce que, en sortant du bateau, ils nous mettent les mains dans le dos et ils nous font baisser la tête pour avancer. Évidemment, ils nous tiennent violemment. Ils nous poussent, ils nous tiennent par le bras, ils continuent de nous faire avancer. Et après, ils nous mettent évidemment à genoux pour une durée indéterminée. Par chance, je dis bien par chance, j'ai été débarqué dans les premiers, donc j'ai pas eu à attendre énormément de temps. Mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Je sais que les gens du Conscience ont attendu plusieurs heures. Les gens aussi qui ont été interceptés un peu plus tard, mis dans des cellules plus loin dans le bateau prison, ont attendu aussi plusieurs heures, sur les genoux. Avec parfois des mouvements violents, des mouvements brusques, des violences qui ont été faites contre eux, des insultes. Après ces moments désagréables, on a passé les douanes, on a été fouillés 3 autres fois, on a été vu par l'immigration, nos données ont été récupérées, nos passeports, nos photos, nos empreintes digitales. Durant tout ce processus, on n'a pas vu un seul avocat. On devait en voir, on aurait dû en voir normalement, mais on n'a pas vu un seul avocat. On nous a dit que les avocats n'étaient pas venus ou alors étaient déjà repartis chez eux. En fait, on a appris plus tard qu'ils étaient tous venus, mais que les forces israéliennes ne les avaient pas laissés rentrer. Ou alors seulement certains, une poignée. Mais du coup, parmi les 140 ressortissants entre les voiliers de la Southern Madeline et le Conscience, très peu ont vu des avocats. Après ce passage du coup à l'immigration, et après avoir signé le papier ou non des 72 heures, on a été amené donc dans les fourgons. On a subi une dernière fouille et on a découpé nos lacets et on nous a mis aussi un bandeau. On nous a bandé les yeux et on nous a attaché les mains avec du Serflex, puis conduit donc dans des fourgons. Moi, ce que j'entendais, et j'entendais déjà quand j'étais mis en fourgon, mon skipper hurlait de douleur à cause des Serflex qui avaient été mis autour de ses mains. J'ai pu le revoir il y a quelques jours de cela, à son retour en France, et il avait des plaies ouvertes. Vous voyez en fait comment le Serflex avait atteint ses mains, et je sais que 24 heures ou 48 heures après avoir été intercepté, il sentait toujours pas sa main droite. Pour certains, l'attente était horrible, tout simplement parce qu'on était dans des fourgons à 20-30 et il faisait une chaleur insoutenable pendant plusieurs heures, suivie ensuite d'une climatisation qui a été mise très forte et qui nous a fait avoir très froid. On était déjà transpirants, ensuite on a eu du coup très très froid. Je sais que certaines personnes sont tombées malades ou d'autres avaient énormément peur de tomber malades. Donc une nouvelle pression qui a été ajoutée à cela. Il faut savoir que la technique du chaud-froid, laquelle on a eu le droit quand on était en fourgon, c'est une technique qui est très répandue de torture, auquel ont le droit très souvent les Palestiniens. Et donc c'est quelque chose qui a duré pendant plusieurs heures de notre côté, plusieurs heures de chaud, puis ensuite suivi de plusieurs heures de froid.
suivi ensuite de plusieurs heures de trajet pour arriver à la prison de Xiot, dans le désert du Negev, toujours bandés, les yeux bandés, et on a été débarqués dans des cages comme dans un chenil. C'est une humiliation comme tant d'autres qui font partie d'un cycle de traitements violents auxquels font constamment face les prisonniers politiques palestiniens. On était placés là en très grand nombre dans ces cages-là. On était encore une fois filmés. Il y avait toujours des gens armés, avec des fusils à pompe, qui nous visaient pour s'amuser. Je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient, ils avaient des viseurs laser. Et voilà, ils nous visaient, ils nous pointaient avec leurs armes. Ensuite, à l'issue de cette attente, donc dans ces cages, on a été sortis 4 par 4 pour qu'on nous change, qu'on soit fouillé une dernière fois, qu'on soit mis à nu et qu'ils nous passent donc des habits donc de prisonniers. Avant de rentrer en cellule et avant de faire un examen sur mon poids et ma taille, j'ai pu entendre mon skipper Antoine, toujours lui, aller et être accompagné dans les tentes où on a été déshabillé et changé. C'est un moment qui est que j'oublierai sûrement jamais, ces cris de douleur. En fait, on le voit arriver, on le voit qu'il est entouré de plusieurs gardes. Déjà, on le voit traîner, on le voit ses mains qui sont encore une fois en serflex, qui sont ensanglantées, et ensuite on le voit arriver, on l'entend crier, on sait qu'il se fait battre, on l'entend hurler de douleur. On l'entend demander un avocat à plusieurs reprises. Et en fait, c'est des cris qui sont mélangés aux aboiements des chiens aussi qui étaient à côté et qui rajoutaient à cela de la tension. Et c'est des moments qui sont absolument horribles à entendre. C'est un processus qu'on va retrouver finalement durant toutes ces journées. C'est-à-dire le bruit, les réveils en pleine nuit, la lumière qui s'allume, les claquements de porte, les hurlements des gardes. C'est une technique aussi de torture qui est en prison, quoi, qui est classique, j'ai envie de dire, mais auquel on a tous fait face. Et voilà, je préfère même pas imaginer le sort qui est infligé aux Palestiniens, parce que cette prison de Xiot, c'est une prison où on est tous au courant que c'est des prisons qui servent aussi pour les prisonniers politiques palestiniens qui sont enfermés du coup dans cette prison-là, et on préfère même pas imaginer leur sort qui leur est réservé. On s'est réveillé le matin, aux alentours, je dirais, de 7 heures. À ce moment-là, on a été conduit cellule par cellule dans un fourgon pour faire 50 mètres dans ces fourgons-là. On a été amené dans un autre coin de la prison. On était encore une fois placé en cage, puis à nouveau 4 par 4, on a été emmené, toujours une fois mélangé entre équipages, devant une juge. Alors, on nous dit que c'était devant une juge, cependant on n'avait aucun moyen de vérifier que c'était une juge. On savait juste qu'elle avait une robe d'avocate et qu'elle s'était présentée comme juge. On a pu avoir une traductrice, et on a pu aussi avoir une avocate qui donc a pu superviser en quelque sorte cette audience qui a duré 5 minutes. À peine une personne a commencé à parler que la garde qui était avec nous, qui surveillait donc notre audience, a dit c'est terminé, c'est fini, vous repartez, l'audience est terminée. On a donc tous été ramenés en cellule, la journée a passé, le temps a passé, et les consuls de différents pays ont pu voir leurs ressortissants des pays différents. Nous, on a été vus, du coup, on était en très grand nombre de Français, et on a pu voir le consul aussi plus tard dans la journée. D'abord les femmes, puis ensuite les hommes. Donc on a pu exprimer, encore une fois, on a pu avoir des nouvelles de nos proches, on a pu donner aussi des nouvelles de nos proches, transmettre des messages, et on a pu aussi demander faire des réclamations. En particulier, je pense à Antoine, on voulait absolument savoir comment allait Antoine. Nous, ce qui nous importait le plus, c'est comment est-ce qu'il allait, avoir des nouvelles de lui. Et c'était une pression qu'on a dû mettre sur le consul pour que lui-même puisse voir Antoine et qu'Antoine soit remis avec nous en cellule. Sans cette pression-là, on n'aurait pas eu de nouvelles de lui, et je n'ose pas imaginer le traitement qui lui aurait été réservé. Ensuite, une autre demande qu'on a pu avoir avec les journalistes cette fois-ci, je pense à Tulip, à Charles Villa, mais aussi Hicham, c'était notre matériel. Quand on a été intercepté, on a pu récupérer nos sacs avec nos affaires, mais tout ce qui était matériel électronique a été saisi. Moi, on m'a dit « T'inquiète pas, tu vas récupérer ta caméra quand tu vas repartir. » Je suis en ce moment en France et je n'ai pas ma caméra. Je ne sais pas où elle est. Il y a des grandes chances qu'elle soit à Tel Aviv, mais je ne sais pas exactement où elle est. Et entre les mains de qui ? Vers 7 h du matin, on est réveillé et on nous dit pas grand-chose, à part nous dire que c'est fini, c'est terminé. On nous met dans un fourgon. Pareil, on continue de nous faire attendre, il fait chaud, pas de clim, on est toujours une fois surnombreux par rapport à ce qu'il y a comme capacité dans le fourgon, et on part. On part pour un trajet de 3 heures à peu près, et on arrive cette fois-ci à Eilat, à la limite de la Jordanie et d'Israël. On arrive à l'aéroport de Ramon, on a encore une fois évidemment fouillé, alors qu'on n'a pas grand-chose sur nous.
Et moi, je demande encore une fois si je vais avoir ma caméra, si je vais retrouver ma caméra. Pareil avec Hicham, on essaie de demander si on va avoir des informations par rapport à ça. On nous dit tout est dans l'avion, tout est dans l'avion. Soit. Bon, on a descendu un escalator dans l'avion pour rejoindre le tarmac. Et on voit des Israéliens qui nous filment et qui nous insultent, motherfucker, bref, plein d'insultes, et que c'est effectivement au fur et à mesure. Et voilà. Et après ça, on arrive dans l'avion et là, on n'est toujours pas soulagé. On n'est toujours pas soulagé parce qu'en fait, il y a toujours les gens qui nous manquent, toujours les gens qui sont encore en prison. Moi, je suis très triste. Encore une fois, j'étais pris de beaucoup de tristesse de ne pas être arrivé jusqu'au bout, d'avoir abandonné mes camarades. Je me souviens très bien d'avoir vu le message, d'avoir vu Tulip, le visage de Tulip avant de partir. Et je me souviendrai aussi toujours de ça, de ses mains derrière les barreaux comme ça. Et il m'a dit continue à mettre la pression. On était à peu près 80 à bord, je dirais, un peu plus. Et on décolle d'Eliad. On arrive ensuite en Istanbul et c'était la dernière attente avant d'arriver à Paris. Paris, on a été accueillis par la police aux frontières qui voulait nous prendre des informations très rapides. Ils ont été très courtois aussi. Et on a reçu d'ailleurs quelques messages de soutien de leur part, très impressionnés par ce qu'on a fait. Et voilà. Et après, on a pu ressortir. On a été accueillis par beaucoup de gens, encore une fois, beaucoup de chaleur à notre arrivée à la sortie de l'aéroport Charles de Gaulle. On était 4 Français à ce moment-là, dont Mustapha, qui est donc une des figures de notre flottille aussi, parce que de son grand cœur, de la joie qu'il apportait au jour le jour. C'était un point de repère pour nous, pour cette flottille. Vraiment, on s'inquiétait beaucoup pour lui, mais on était aussi très contents de l'avoir avec nous, parce que c'est quelqu'un qui a une âme très sensible et qui touche énormément de gens quand il est autour de nous. Et même quand on était fatigué, qu'on était crevé, quand on arrivait à Paris, lui avait toujours de l'énergie. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, ça sera retranscrit dans un documentaire que vous pourrez voir dans les prochaines semaines. Ce projet n'aurait pas été possible sans vous, sans l'aide du média, sans l'aide de la Southern Madleen to Gaza. Ce projet a malheureusement engendré des coûts plus importants que ceux auxquels je pensais. On m'a volé ma caméra. Nous avons donc une nouvelle fois besoin de votre solidarité. Avec le média, nous lançons donc une cagnotte pour racheter le matériel qui m'a été confisqué par l'armée israélienne, matériel crucial à la production de reportages que nous voulons continuer à développer pour couvrir les nombreuses luttes sociales, à aller rencontrer les acteurs qui la composent et vous proposer toujours plus de contenu de terrain.